Bon bah allons-y. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement on va parler ce matin d'économie sociale et d'économie solidaire. Avant ça je me présente, donc Geoffrey Vola, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université Clermont-Auvergne. Ma spécificité c'est que en tant que doctorant en sciences de l'information et de la communication, je travaille principalement sur les pratiques démocratiques et collectives au sein de l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement encore, je réalise ma thèse avec Clermont-Auvergne Métropole sur un type de société qui s'appelle les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc on y reviendra au cours de la présentation, et c'est un modèle d'économie solidaire. Deuxième chose, sur le format de la présentation, l'idée c'est ce que je vous propose, après vous me dites si vous avez aussi d'autres propositions, je suis ouvert à tout. L'idée c'est de faire 45 minutes à peu près de présentation un peu théorique sur ce que c'est historiquement que l'économie sociale et l'économie solidaire, histoire que vous puissiez avoir des bases et qu'on puisse derrière discuter pendant une bonne heure sur voilà, toutes les questions qui auront émergé durant cette présentation de départ. Moi, ce que je vous invite, c'est prendre des notes éventuellement quand je parle sur des trucs qui vous interrogent, etc. Si jamais vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à me couper. L'idée, c'est d'essayer de conserver un fil tout le long de la présentation de départ. Donc, si c'est plutôt des questions de débat, et ça va certainement soulever des questions de débat sur du fond, je vous propose qu'on y revienne sur l'heure et demie qu'on aura à la fin pour discuter et pour échanger. Alors si ça vous convient, on peut partir là-dessus. Ouais. Ok, très bien. Et dernière chose avant de commencer, donc effectivement, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication. Je suis aussi un acteur de l'économie solidaire. Pour autant, j'ai ma conception de l'économie sociale, de l'économie solidaire, qui est le fruit de mes travaux. Vous trouverez aussi des chercheurs en économie qui auront une conception tout autre de l'économie sociale et de l'économie solidaire. Tout ça pour dire que moi je suis ici ce matin pour essayer de vous apporter des éléments de compréhension, pour essayer qu'on développe l'idée du concept économie sociale et solidaire, ce que ça soulève. Pour autant c'est pas la vérité, c'est une façon de concevoir, et après c'est à chacun aussi de se faire un peu son esprit critique et d'essayer d'avoir des avis un peu différents du mien. Voilà. Donc pour commencer, moi j'aime bien, puisqu'on parle d'économie sociale et solidaire, j'aime bien commencer en abordant le mot économie. Parce que le mot économie, il est très connoté, on l'emploie un peu à tout bout de champ, et surtout on l'emploie avec une idéologie. Alors je sais pas si vous, quand je vous parle d'économie, qu'est-ce qui vous vient en tête comme mot connecté au mot économie? Budget, commerce, ouais. Argent, profit. Ouais, ça marche. Organisation. Ouais. Ça convient aussi. Allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas. Il y a des mots qu'on entend souvent qui sont très critiqués sur l'économie. Voilà. C'est ça, voilà, exactement. C'est ça, donc voilà, on est donc sur un ensemble de mots qui correspond à une façon de faire économie, mais en fait on a oublié que l'économie, au départ, l'étymologie du mot, ça signifie l'art de bien gérer son foyer. Je me dirais, putain, mais ça vient d'où? Alors du coup, je ne trouve pas. Alors en fait, économie, c'est oikos et nomos en grec. Oikos, c'est le foyer, et nomos, c'est la norme. Donc effectivement, c'était bien la norme au sein du foyer. Comment on va gérer le foyer? Donc c'était plutôt de la gestion privée. Et puis ensuite, au fil des siècles, le concept a un peu évolué, on s'est mis à parler d'économie politique. Et l'économie politique, on était toujours dans une notion de gestion, mais on parlait plutôt de la gestion à l'échelle d'un pays. Il s'agissait de gérer les richesses d'un pays. Comment on va gérer les richesses d'un pays? On va les gérer à partir de l'économie politique. Et puis aujourd'hui, on peut considérer que l'économie, le concept contemporain, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine, donc d'une société, qui est relatif à la fois à la production, à la distribution et à la consommation de richesses.
Donc tous les mots que vous avez donnés, effectivement, ça peut rentrer dedans. Sauf que aujourd'hui, et vous l'avez un peu dit, on a deux grands modèles d'activité économique. Le premier, c'est l'économie de marché, et le second, c'est l'économie capitaliste. Donc la logique capitaliste, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un capital, de l'argent, de l'investir dans une entreprise et de détenir le pouvoir dans l'entreprise en fonction du capital qu'on a investi. Et le but, c'est de faire fructifier le capital qu'on a investi. C'est le seul but. On investit du capital, comment on va faire pour en avoir plus à la fin de l'année? Ça, c'est la logique capitaliste. Donc le pouvoir dans l'entreprise, il est relatif à ce capital qui est détenu. Et la deuxième logique, c'est la logique de marché. Et la logique de marché, c'est tout simplement le fait que l'économie, elle est régulée par un concept qui est vieux de plus de 2 siècles, qu'on appelle le concept du marché autorégulateur, de la fameuse main invisible d'Adam Smith, où là, en fait, l'offre et la demande vont s'autoréguler à partir d'un marché. Et donc, du coup, le prix de ce qu'on va acheter va être uniquement fixé par rapport au marché. Donc ça, c'est les deux logiques économiques qui sont dominantes. Donc cette logique du marché autorégulateur, de la main invisible, elle sort complètement du cadre où les hommes vont décider de ce qu'on va produire, de ce qu'on va vendre, de ce qu'on va acheter, du prix. C'est le marché qui le fait tout seul, c'est autorégulateur. Et donc du coup, ces deux façons de faire économie, elles ont oublié tout un tas de choses. Elles ont oublié d'une part que l'économie, elle est plus large que ça. Elle comprend plein de façons différentes de revenir à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, l'art de gérer, de distribuer, de consommer les richesses. L'économie, ça peut être aussi ce qu'on appelle la redistribution. La redistribution, c'est quoi? C'est par exemple l'État qui fixe avec l'impôt une taxation des citoyens pour pouvoir redistribuer de façon plus équitable, plus juste. Donc ça, c'est la redistribution. C'est une logique économique. C'est une façon de distribuer les richesses, d'accentuer la production de tel endroit, d'accentuer la consommation de tel endroit. Ça, c'est un principe économique. Un autre principe économique qu'on a complètement oublié, c'est la mutualisation. La mutualisation, c'est quoi? C'est le fait qu'on va se mettre ensemble pour produire ensemble. Ça, c'est une logique qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, on va le revoir. Et enfin, la troisième logique économique qu'on a aussi oubliée, c'est le don, le bénévolat. Aujourd'hui, dans une entreprise, il n'y a pas de bénévolat, ça n'existe pas. Pourtant, un bénévole, il peut tout autant qu'un salarié produire des richesses. Quand moi, je m'investis dans mon association, que je développe un projet, je crée bien une richesse, je crée bien quelque chose. Pourtant, je suis bénévole, je suis pas salarié. Donc, on a oublié, en faisant l'économie de marché, en faisant l'économie capitaliste, que l'économie, ça pouvait aussi être la création de ressources par l'engagement bénévole, par le don. Donc, on est dans une logique qu'on appelle là l'économie plurielle. L'économie plurielle, c'est donc une économie qui a effectivement des ressources marchandes. Les ressources marchandes, c'est quoi? C'est quand moi, dans mon association, on crée quelque chose, par exemple, on vend des boissons. Bon, bah là, le prix, il est fixé par rapport plus ou moins au marché. D'accord? Le prix, il est fixé pour se faire un peu de bénéfice. On est bien sur un marché. Ok? Mais l'économie, c'est aussi par le bénévolat. On est bénévole, on produit quelque chose. Et c'est enfin par le fait qu'on va mutualiser des compétences, qu'on va mutualiser du matériel avec d'autres associations, avec des partenaires, et on va faire l'économie aussi. Et tout ça, on l'a complètement oublié dans l'économie capitaliste et dans l'économie de marché. La deuxième chose qu'on a oubliée, en plus de cette économie qui peut être plurielle, c'est que l'économie, elle peut être démocratique. On l'a vu, dans le capitalisme, l'économie, elle n'est pas démocratique puisque c'est celui qui a le plus de capital qui décide. C'est ça le principe des actionnaires. Et dans l'économie de marché, on a vu qu'il n'y a pas de logique démocratique non plus puisque de toute façon, c'est le marché qui va fixer les prix. C'est le marché qui va dire faut produire ça, faut consommer ça. D'accord? Donc, pas de logique démocratique non plus. Pourtant, les associations, les coopératives
ou même le commerce équitable, sort de cette logique-là. Comment ? Le commerce équitable sort de cette logique-là en disant, voilà, aujourd'hui, alors on a le commerce équitable nord-sud, on a aussi le commerce équitable aujourd'hui nord-nord. Les AMAP, c'est du commerce équitable. Le circuit court, on peut considérer aussi que c'est du commerce équitable. C'est partir d'un constat du fait que le marché aujourd'hui, en France, il entraîne, et je prends un exemple fort volontairement, il entraîne le suicide d'une dizaine, d'une centaine d'agriculteurs tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'il fait vendre à l'agriculteur moins cher que ce qu'il aurait besoin pour vivre. Mais comme c'est la loi du marché, tant pis pour lui. Le commerce équitable, c'est de dire non, ça c'est des conneries. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on va fixer un prix qui correspond à ce que l'agriculteur va pouvoir assumer pour vivre. On va fixer un prix plus élevé. Ça, c'est une logique de commerce équitable. Commerce équitable nord-sud, c'est la même chose. On va acheter plus cher que le prix du marché parce que derrière, on veut permettre à la personne à qui on va acheter de vivre dignement. Donc là, on est bien dans une logique démocratique puisque c'est chacun individuellement qui fait le choix, qui décide du prix auquel il va acheter. La logique démocratique, c'est aussi les coopératives. Une coopérative, le principe, c'est que quel que soit le capital qu'on met dans la société, une personne égale une voix. Tout simplement. Je peux avoir 10 000 euros de capital dans l'entreprise, donc dans l'économie sociale, dans les coopératives, on appelle ça un sociétaire, on n'appelle pas ça un actionnaire. Je peux être un sociétaire avec 10 000 euros de capital, je peux être un sociétaire avec 10 euros de capital, peu importe. Quand on va prendre les décisions, une personne égale une voix. Donc là, on est aussi dans une logique démocratique. C'est quelque chose qui est complètement passé sous la domination de l'économie capitaliste et de l'économie de marché. On en parle très peu. Pourtant, ça existe. Et la dernière chose, c'est que l'économie, en fonctionnant comme ça, donc avec cette hybridation des ressources et avec cette logique démocratique, elle est plus uniquement au service de l'intérêt individuel, de l'intérêt personnel, mais elle peut aussi être de ce qu'on appelle l'utilité sociale, l'intérêt collectif ou l'intérêt général. Puisque les citoyens, en se regroupant, en fonctionnant de façon démocratique, vont être impliqués dans la coopérative ou dans l'association et vont décider, voilà, notre finalité économique, c'est ça. On veut tendre vers ça. On veut tendre vers l'utilité sociale. Et tout ça, c'est ce qui forme aujourd'hui, on va y revenir, l'économie sociale et l'économie solidaire. Ces principes-là, c'est ce qui différencie l'économie qu'on appelle l'économie orthodoxe, l'économie classique, qu'elle soit capitaliste ou qu'elle soit de marché, de l'économie sociale et de l'économie solidaire. Et la question qu'on peut se poser du coup, c'est pourquoi aujourd'hui, toute l'économie, elle n'est pas basée sur ces principes-là. C'est une vraie question. Et du coup, pour trouver la réponse, faut remonter, et c'est ce qu'on va faire là pendant un petit quart d'heure, on va remonter historiquement sur ce qui s'est passé pour que cette économie sociale et que cette économie solidaire, elle soit à ce point marginalisée par rapport à l'hégémonie de l'économie de marché, de l'économie capitaliste. Donc on remonte 2 siècles en arrière à la Révolution française, 1789. La Révolution française, on abolit l'Ancien Régime et on libéralise à la fois la société, c'est-à-dire plus de liberté pour les gens, mais aussi l'économie. La libéralisation de l'économie, ça entraîne les révolutions industrielles. Donc révolution industrielle, forte période d'activité économique, on construit des chemins de fer, des rails, une industrie qui se développe. Et ça a un effet premier, c'est l'exode rural des paysans qui vont arriver en ville pour travailler dans les manufactures, dans les industries. Cet exode rural massif, il va entraîner une forte pauvreté de la classe ouvrière, de cette nouvelle classe ouvrière, on appelle ça la paupérisation de la classe ouvrière, et une exploitation des conditions de travail. Donc on a des ouvriers qui sont mal payés et qui travaillent, vous vous en doutez, dans des conditions déplorables. On est toujours en 1789 jusqu'à 1810. Dans cette période-là, au début, il va y avoir des révolutions violentes. Les ouvriers vont se rebeller, il va y avoir des émeutes,
mais va pas y avoir pour le moment de construction économique. La prise de conscience, elle va arriver aux alentours de 1820, où on va avoir des ouvriers qui vont se mettre ensemble, qui vont créer les premières coopératives et qui vont s'organiser de façon à pouvoir produire et consommer entre eux. On va avoir donc des coopératives de production et des coopératives de consommation. Le principe de la coopérative de production, c'est tout simple. C'est on se met ensemble, on mutualise, donc on revient au principe que j'ai donné tout à l'heure, on mutualise les compétences, on mutualise les outils de production, on mutualise le temps qu'on a aussi, et on va produire ensemble. On va produire ensemble et du coup on va vendre ensemble et on va se répartir les fruits de nos ventes entre nous au sein de la coopérative. Et puis les coopératives de consommation, c'est le fait que au lieu d'avoir chaque individu qui va aller acheter dans les lieux de consommation, les ouvriers vont se mettre ensemble, vont donc acheter en plus gros et vont faire, alors d'une part ils vont avoir un contre-pouvoir par rapport aux grands magasins, et en plus du coup en achetant en plus gros, ils vont faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire plus on achète gros, plus le coût est bas, donc du coup on va pouvoir acheter moins cher. Donc voilà l'organisation de ce mouvement, et ça c'est important, qu'on va appeler l'associationnisme ouvrier. Et ce mouvement associationniste, c'est deux choses. La première, on se met ensemble, on fait ensemble, donc il y a une vraie façon de penser autrement l'économie. Et ce mouvement associationniste, en plus, il se revendique militant, c'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, nous, on veut changer le modèle économique. Il y a cette vraie volonté de changer le modèle économique. Et en cela, il s'oppose à une autre théorie qui s'est développée aux côtés de l'économie de marché capitaliste de ce début du 19e siècle. C'est ce qu'on a appelé le catholicisme social. Le catholicisme social, c'était plutôt des tenants bourgeois, catholiques, qui le portaient. Et l'idée, c'était de dire effectivement, il y a un constat, c'est que la paupérisation, on ne peut pas laisser les gens comme ça. On ne peut pas les laisser dans cet état de conditions de travail, de vie, donc on va les aider. Mais comment on va les aider? Avec une logique philanthropique, la charité, tout simplement. Les bourgeois vont se mobiliser pour donner aux plus pauvres. Donc là, on n'est pas dans une logique de transformation, on est vraiment dans une logique de régulation de la pauvreté. Donc ça, c'est les deux mouvements, le mouvement associationniste et le catholicisme social, qui vont se développer. Jusqu'à une date qui est aussi très importante, c'est 1848. De cette période de 1810 à 1848, il y a des coopératives ouvrières qui vont prendre de l'ampleur. Je ne sais pas si par exemple vous connaissez les canuts lyonnais, les tisseurs à Lyon, voilà. C'est un exemple fondamental du mouvement associationniste d'ouvriers qui s'organisent pour créer une vraie activité économique et qui ont vraiment fini par en vivre bien dans une organisation démocratique. Donc ça avait marché. Et forcément, comme ça a marché, le concept il a essaimé. Il a essaimé jusqu'à un point où le mouvement ouvrier était tel qu'il a fallu le réprimer. Il a fallu le réprimer et c'est ça qui se passe en 1848. En 1848, les grands industriels et le pouvoir politique décident non mais là stop, ça suffit. On est où là? C'est une révolution. C'est une vraie révolution. Pas par la violence, mais par la façon de faire économie. Donc ils ont dit stop, là ça va plus. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir et là on est en train de le perdre. Donc il y a une répression ultra sanglante à l'été 1848 où en fait on a complètement détruit le mouvement associationniste. À la sortie de... Oui. Est-ce que c'est plutôt venu de l'État ou des industriels? Disons que la particularité c'est que les industriels étaient aussi députés. Eh oui. Mais aujourd'hui, si c'est pas aussi clair que ça, on a quand même Dassault qui est député industriel. Oui. Donc effectivement, c'était plus facile comme ça. C'était plus facile comme ça et on avait aussi quelqu'un qui est un peu connu, c'est Napoléon. Napoléon qui n'était pas spécialement pour la révolution coopérative. C'était pas vraiment son délire.
Donc du coup, la répression, Adolphe Thiers aussi, quelqu'un de connu, voilà. C'est des gens qui ont complètement réprimé ce mouvement associationniste. Sauf que, à la sortie de 1848, on a donc plus de militants ouvriers associationnistes, et je précise parce que c'est important, c'est qu'il n'y avait pas que des ouvriers qui soutenaient le mouvement. On avait aussi tout un tas d'intellectuels qui portaient le mouvement, Proudhon, Blanqui, etc., qui sont des économistes ou des sociologues qui portaient vraiment cette volonté associationniste. Donc eux ont fini en prison, eux n'ont pas été assassinés, mais eux ont fini en prison. Et donc à la sortie de 1848, il y a toujours cette question qui se pose, c'est la pauvreté ouvrière. Et finalement, le choix qui va être fait, c'est de lier la dimension coopérative de l'associationnisme avec la dimension philanthropique du catholicisme social. Donc on s'est retrouvé avec un mouvement coopératif qui effectivement, et c'est ça qui est intéressant, avait une façon démocratique d'organiser l'activité économique. Par contre, et c'est Gide parlait de république coopérative à ce moment-là, par contre, il n'y avait plus de dimension militante de renverser le capitalisme. Parce qu'il savait que si la dimension militante revenait, à partir de 1852, Napoléon fait un coup d'État, donc devient empereur, il savait que ça n'aurait pas été drôle. Donc du coup, on perd complètement cette dimension militante, on garde les principes démocratiques associationnistes, et on crée ce qu'on appelle le mouvement coopératif. C'est à partir de là où on va parler de mouvement coopératif, avec les théoriciens comme Gide. Porté, et c'est là aussi où c'est intéressant, plus par le catholicisme social, mais par le christianisme social. Et là, on est avec des penseurs qui sont protestants, donc c'est vraiment le mouvement protestant en France au départ, l'école de Nîmes qui a porté ce mouvement coopératif. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler d'économie sociale. Donc pour l'instant, je ne vous ai toujours pas parlé d'économie solidaire. Je vous ai parlé d'associationnisme jusqu'à 1848. Et à partir de 1848, mouvement coopératif, puis économie sociale. L'économie sociale, elle se développe donc aux côtés de l'économie de marché, aux côtés de l'économie capitaliste et aux côtés de l'État. Donc il y a trois acteurs principaux qui vont faire économie. Puisque l'État va soutenir l'économie sociale, à partir du moment où l'économie sociale n'est pas trop militante, et va laisser se développer l'économie de marché et l'économie capitaliste. Ce scénario-là, il va durer. On a une période importante avec la crise de 29, donc la crise de l'économie capitaliste, qui va déboucher derrière sur les avancées, les acquis sociaux avec le Front populaire, ce qui fait que finalement, les ouvriers vont pas vraiment avoir à transformer le modèle économique, puisque les acquis sociaux vont faire baisser la dimension militante. Après, il y a la période de la guerre qui est compliquée, et à partir de la fin de la guerre, de 1945 jusque dans les années 70, on a une période qu'on va appeler les 30 Glorieuses, période de forte croissance, et une nouvelle façon de faire économie qu'on va appeler le keynésianisme. Grossièrement, le keynésianisme, c'est quoi? On accepte d'évoluer dans une économie de marché, on accepte le fait que l'économie de marché, elle crée des inégalités, donc c'est l'État qui va pallier à ces inégalités. L'État et bien sûr l'économie sociale. Donc on est toujours dans cette logique-là, mais il y a beaucoup de croissance, donc tout marche bien. Tout se passe bien jusqu'à ces années 70. Et dans ces années 70, l'arrivée du chômage, la dégradation de l'environnement, le ralentissement de la croissance, toutes ces données-là vont entraîner une réaugmentation de la contestation citoyenne, la naissance de nouveaux mouvements sociaux, l'altermondialisme, le féminisme, la cause écologique. Donc les citoyens vont à nouveau se mobiliser pour une finalité,
et vont faire ressurgir, involontairement, les principes associationnistes. Principes associationnistes de contestation du modèle économique dominant. Avec cette volonté, du coup, de réinventer le monde, de réinventer la société, de réinventer les pratiques. Et c'est à partir de ces années 70 où on va commencer, les chercheurs vont commencer à faire le lien entre ces pratiques associationnistes et ces nouvelles militances des années 70, et vont commencer à générer un cadre que l'on va appeler l'économie solidaire. Donc on peut commencer à parler d'économie solidaire à partir des années 70. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une économie sociale qui est basée sur des statuts associatifs, le statut coopératif, la mutuelle et la fondation. Ça, c'est légiféré à partir des années 80. L'économie sociale, ce sera ça. Ce sera toutes les activités qui ont ces statuts-là. On ne parle pas de finalité. Peu importe ce qu'elles font, tant qu'elles ont ces statuts, ce sont de l'économie sociale. Et puis on a l'économie solidaire qui, elle, va se développer à partir de la finalité. C'est-à-dire on fait l'activité économique, mais pourquoi? Pourquoi on le fait et comment on le fait? C'est ça qui compte. Donc l'économie sociale, ses grands principes sont ce que j'ai dit tout à l'heure, une personne égale une voix. La lucrativité limitée. Lucrativité limitée, c'est quoi? C'est tout simplement, si à la fin d'un exercice, à la fin d'une année, on fait des bénéfices, la majorité des bénéfices, il me semble que c'est 66% dans les coopératives, la majorité des bénéfices est réinvestie dans les réserves de la coopérative. C'est-à-dire que tous les bénéfices partent pas, comme dans l'économie classique, aux actionnaires. D'accord? Donc ça permet de pérenniser les structures de l'économie sociale. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, les structures de l'économie sociale, elles ont mieux résisté à la crise de 2008 que les structures avec des statuts classiques. Et forcément, puisque le but, c'était de solidifier la structure, en réinjectant les bénéfices dans les réserves d'entreprise, alors que les entreprises classiques, le but c'était de nourrir les actionnaires, quelle que soit la santé de l'entreprise. Donc forcément, effectivement, elles ont mieux résisté. Donc lucrativité limitée, une personne égale une voix, et l'utilité sociale. Mais aujourd'hui, l'utilité sociale de l'économie sociale, elle peut être mise en question. Je suis sûr que vous avez tous des exemples en tête de grandes coopératives en France où il faut bien creuser pour trouver l'utilité sociale. L'Imagrin. L'Imagrin est une coopérative. C'est-à-dire que leur statut est vraiment celui-là. Bien sûr. Donc Ils sont ESS. Ils sont classés comme ESS. L'Imagrin est une structure de l'économie sociale. Ouais. L'Imagrin est en train d'assécher, de détruire toutes les terres de la Limagne. Donc l'utilité sociale, on peut se poser la question. Par contre, c'est par les statuts une structure de l'économie sociale. Et quels intérêts ils ont, eux, à garder ce statut-là? Parce que historiquement, ça a été une coopérative et qu'en plus, ils fédèrent en leur sein tout un tas d'activités agricoles. Voilà. Donc forcément, ils ont cet intérêt-là à rassembler les producteurs. On est toujours dans cette logique mutualisation, etc. Par contre, effectivement, la finalité, l'utilité sociale, elle est un peu... Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une coopérative. Voilà. L'utilité sociale, c'est pareil, on se pose la question. Et ça ne veut pas dire que les banques n'ont pas d'utilité sociale, c'est faux. On a par exemple la NEF, la nouvelle économie fraternelle, ou dans une moindre mesure le crédit coopératif, qui reverse une partie de l'argent qu'ils ont récolté des intérêts à des projets d'économie sociale et solidaire, ou alors qui laisse le choix aux personnes qui ont un compte de donner leur épargne à tel ou tel financement de projet. Donc là, on est quand même dans une logique de recherche d'utilité sociale, que le Crédit Agricole n'a pas du tout. Absolument pas.
Donc voilà pour les dérives de l'économie sociale. Et j'ai un autre exemple qui est assez intéressant aussi. Avoir les statuts coopératifs, et on va y venir avec les principes de l'économie solidaire, ça suffit pas à dire on a vraiment une utilité sociale, on est vraiment acteur du territoire, etc. On va venir à tous ces principes. À Clermont, vous avez aussi des coopératives qui sont relativement modestes, mais qui n'ont pas derrière cette dimension militante de transformer le modèle. On est en coopérative parce que ça a des avantages. Encore une fois, je redis, la mutualisation, etc. Mais il n'y a pas cette volonté derrière de vouloir transformer. Ce sont aussi des structures qui fonctionnent sur un marché concurrentiel. Par exemple, Euclide à Beaumont, c'est une SCOP, Société coopérative et participative. On reviendra après sur les statuts si vous voulez. Cette SCOP-là, elle fonctionne sur un marché concurrentiel. Donc forcément, elle va tendre à réutiliser exactement les mêmes façons de faire économie que les structures qui ont des statuts classiques. Ce phénomène-là, c'est un mot un peu compliqué pour désigner quelque chose qui est facile. Ça s'appelle l'isomorphisme institutionnel. Et l'isomorphisme, c'est le fait que quand on est tout le temps avec les mêmes acteurs, on finit par faire exactement la même chose. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un projet politique, et vraiment politique au sens du mot militant, suffisamment puissant pour réussir à résister à cette façon de faire l'économie de la même façon. Donc ça, c'est les dérives de l'économie sociale qui ont un fondement qui est intéressant, mais qui n'ont pas un projet politique suffisamment puissant pour pouvoir derrière se détacher de l'économie classique. Et donc du coup, qui utilisent les mêmes méthodes. C'est-à-dire que par exemple, la dimension plurielle de l'économie, elle disparaît quasiment complètement. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des acteurs de l'économie sociale, vous leur dites ça serait peut-être intéressant que tu reposes pas ton modèle uniquement sur le marché, etc. Ils vous répondent attends, mais nous on est des vrais acteurs économiques, on n'est pas là pour recevoir des subventions, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, ça peut se passer comme ça et je vous l'ai démontré, puis on va le voir plus tard. Donc voilà, il y a cette difficulté pour l'économie sociale parce qu'elle n'a pas un projet politique suffisamment puissant pour se démarquer de l'économie classique. Et ce qui est intéressant avec l'économie solidaire, c'est qu'elle a été théorisée à partir de principes qui permettent d'identifier un projet politique qui est fort. On compte 6 principes majeurs. Et cela, c'est important de les retenir parce que c'est une matrice qui permet vraiment de se dire lui, il a vraiment une pratique économique qui sort de l'habituel. Et lui, pas trop. Lui pourrait progresser là-dessus. Donc c'est vraiment une matrice qui est intéressante. C'est une matrice qui est donnée par un institut qui s'appelle l'Institut Godin à Amiens et qui travaille sur le transfert de pratiques solidaires. C'est-à-dire qu'eux, ils théorisent et ensuite ils travaillent avec les entreprises et avec les associations pour qu'elles appliquent la théorie à leurs pratiques. Le premier grand principe, c'est l'inscription territoriale. L'inscription territoriale, tout simplement, c'est le fait dans l'activité économique de prendre en compte l'intérêt du territoire. Je vais donner un exemple super concret. À Clermont, on a la Tirtaine qui traverse la ville. Imaginons une entreprise qui s'implante, qui crée des déchets polluants, et ces déchets polluants les reverse dans la Tirtaine. Ça arrive, c'est pas un exemple qui est complètement déconnecté de la réalité, ça arrive. Et là, l'inscription territoriale, on peut se poser la question quand même, parce que le territoire, ils sont plutôt en train de le flinguer en le faisant comme ça. Donc là, il n'y a pas d'inscription territoriale. Prendre en compte l'intérêt du territoire, c'est aussi prendre en compte l'intérêt des gens qui vivent dans la rue. Se poser la question, rencontrer les gens qui vivent autour, construire avec eux. Là, on est dans une inscription territoriale. Quelles sont les attentes des gens sur mon territoire ? Ensuite, le deuxième principe, c'est la logique d'innovation. La logique d'innovation, et c'est aussi certainement ce qui manque à certains acteurs de l'économie sociale, c'est de trouver une solution innovante, c'est-à-dire en utilisant des outils innovants, dépasser les marketing, management, etc. Comment on dépasse ces outils-là ? Comment on crée des choses innovantes qui soient en rapport avec le projet politique, la finalité de l'économie sociale et solidaire.
Ensuite, le troisième principe, donc là, hein, inscription territoriale, logique d'innovation. Troisième principe, l'inscription sociétale. L'inscription sociétale, c'est ce qu'on appelle plus communément l'utilité sociale. L'utilité sociale, l'inscription sociétale, c'est la prise en compte là, de l'intérêt général. Donc, est-ce que mon activité, elle est vertueuse? On n'est pas nécessairement dans une inscription territoriale, même si, vous imaginez bien que les deux vont de pair, mais l'utilité sociale, c'est globalement, est-ce que mon activité, elle est utile à la société? Ensuite, le quatrième point fondamental de cette matrice, c'est les rapports collaboratifs. Les rapports collaboratifs, c'est la capacité à développer des projets avec une pluralité de parties prenantes. Par exemple, moi j'ai mon activité économique, j'ai mon association sur l'un territoire. Est-ce que je vais être en capacité de dialoguer avec les associations du territoire? Est-ce que je vais être en capacité de dialoguer avec la collectivité territoriale du territoire pour pouvoir construire un projet? Voilà. Quelle va être mon ouverture aux acteurs qui travaillent aussi sur ce territoire-là? Les rapports collaboratifs, c'est ça. Ensuite, le cinquième point, c'est le mode d'organisation démocratique. Ce qui est communément appelé la gouvernance. Mais la gouvernance a une connotation qui vient de l'économie classique, donc on préfère parler de mode d'organisation démocratique. Mode d'organisation démocratique, la base, c'est une personne, une voix. Sauf que une personne, une voix, je pense que vous l'avez tous vécu quand on est 10 ou quand on est 11 dans une association à prendre une décision, qu'il y en a 6 qui votent pour, 5 qui votent contre, eh ben, c'est pas facile derrière. D'accord? C'est pas facile parce qu'on est quasiment à la moitié qui n'était pas d'accord avec la décision qui a été prise. Donc la dimension démocratique, elle peut être plus profonde que ça. On appelle ça la construction de sens commun. C'est-à-dire comment on va faire ensemble pour construire une finalité commune, un projet commun, une action commune. Ben, on va communiquer, on va construire ensemble, on va poser nos désaccords sur la table et on va construire à partir de ces désaccords-là. Et la communication, c'est le lien fondamental pour construire une dimension démocratique. Communiquer, c'est ça, c'est construire du sens. Et communiquer, c'est prendre le temps que ça construise le sens. Et donc on n'est pas dans une logique de rentabilité, d'efficacité, de rationalité, parce qu'on se rend compte que quand on veut aller trop vite, on ne construit pas du sens, et quand on ne construit pas du sens, ben on n'est pas nécessairement démocratique. Donc ça, c'est super important. Et là, c'est une vraie rupture avec l'économie classique qui dit efficacité, il faut aller vite, il faut que ça tourne. Et enfin, le dernier grand principe, c'est l'origine des ressources. On l'a vu tout à l'heure, c'est la prise en compte de la redistribution, c'est la prise en compte de la mutualisation, c'est la prise en compte du bénévolat. Et ça, il y a deux façons de le concevoir, par rapport notamment à la redistribution. La première façon, et ça va m'amener à ensuite parler des statuts du coup, la première façon, dans une association, c'est soit de convier la collectivité territoriale aux AG, au conseil d'administration, etc. Mais de toute façon, la collectivité territoriale ne peut que subventionner, donc elle subventionne le projet, même si on a un partenariat, elle ne fait que le subventionner. La deuxième façon, c'est de créer ce qu'on appelle une société coopérative d'intérêt collectif. Et à ce moment-là, la collectivité territoriale, elle devient sociétaire, c'est-à-dire qu'elle entre au capital. Mais on a bien de l'argent public qui rentre dans l'activité économique, tout simplement parce qu'on considère qu'au vu de l'inscription territoriale, de la logique d'innovation, de l'inscription sociétale, du mode d'organisation démocratique, de l'utilité sociale, ça vaut le coup, l'activité elle est d'intérêt général, donc la collectivité elle va participer à l'activité économique. Donc on est bien dans une façon totalement innovante de concevoir la construction d'un projet économique. Et donc cette matrice-là de l'économie solidaire, je le répète, inscription territoriale, logique d'innovation, inscription sociétale, rapport collaboratif, mode d'organisation démocratique, origine des ressources, c'est une matrice qui permet de nous dire, là on est plutôt de l'économie sociale, là on est plutôt de l'économie solidaire, là on est plutôt de l'économie classique.
Oui. Et une structure, parce que dans le point 6, il n'y a pas l'idée de fonctionner que sur fonds propres. Et du coup, de ne pas faire appel aux subventions. Ça existe. Oui. Ça existe. Du coup, Ce qui est théorisé, c'est de dire que si l'activité économique, elle est vraiment d'intérêt général, c'est la vocation de la collectivité d'intégrer l'activité économique pour construire avec. C'est peut-être une question de fond qui mérite qu'on y revienne après. Ouais, je pense que pour le Ouais. débat, j'aurais des... Ok. Je note. Et l'État peut intervenir aussi? Parce que vous parlez des Ouais. collectivités territoriales, mais J'ai pas de cas en tête où c'est l'État directement, mais c'est souvent des collectivités décentralisées, ouais. ouais, du fait Que ce du soit la territoire, région, le de département, etc. territoire, Ouais. Ouais. Cela dit, il y a une partie du budget des collectivités qui vient du trésor Oui. de l'État. Complètement. donc Complètement. forcément, c'est ça. Ouais. Indirectement. Et donc là, je vous ai présenté quelque chose qui est relativement simple, hein. On a dissocié économie classique de l'économie sociale de l'économie solidaire. Sauf qu'en fait, en 2014, il y a eu une loi sur l'économie sociale et solidaire qui remet en question tout ce que je vous ai dit. Tout ça pour ça. Eh oui. Mais du coup, ça va vous permettre de pouvoir la questionner, la critiquer. Donc cette loi, elle élargit le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Alors, déjà, il faut savoir que depuis 1982, 81, 82, c'est Michel Rocard qui a eu l'idée de mettre ensemble économie sociale et économie solidaire. Pourquoi ? Parce que le poids des coopératives en France, c'est 10% du PIB. Forcément, quand vous mettez l'Imagrin, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc., forcément, ça fait un poids dans le PIB. Donc, mettre ensemble le poids de l'économie sociale et les petites activités de l'économie solidaire. Donc ça a été un choix politique, hein. En termes de visibilité, on a dit on va les mettre ensemble. Et en 2014, on dit bon, on les a mis ensemble, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut encore l'élargir ce périmètre. Et il faut l'élargir à quoi ? À ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, en fait, c'est une façon de concevoir l'économie, qui vient des États-Unis. Qui vient d'Angleterre, c'est une logique économique anglo-saxonne. Elle est basée sur cette expression, c'est moi je suis entrepreneur, je vais sauver le monde. Aujourd'hui le monde est en crise, vous allez voir, j'ai l'innovation, j'ai mon truc, je vais monter ma start-up et je vais changer le monde. Sauf qu'en fait, dans les faits, on constate que cette logique anglo-saxonne, elle ne correspond absolument pas à l'identité que je vous ai décrite de l'économie sociale, absolument pas à l'identité que je vous ai décrite de l'économie solidaire. Et en fait, c'est qu'une extension des logiques de marché aux secteurs qui étaient les moins performants. Comment ? Avec deux atouts. Le premier, c'est de dire, nous, ce qu'on fait, c'est utile. Il y a une vraie utilité sociale. Donc du coup, que vont faire les collectivités ? Ça va banquer. Et le deuxième avantage, nous ce qu'on fait, c'est vraiment vertueux. C'est vraiment vertueux. Il faut nous aider, il faut nous soutenir. Donc du coup, il va y avoir un élan citoyen pour ces activités économiques qui remettent absolument pas en question le modèle. On est vraiment que sur des logiques de marché, mais du marché pour les personnes en situation de précarité, pour les personnes en situation de handicap, pour la cause écologique, mais le marché. Le marché, que le marché. Et donc du coup, on n'est absolument pas, je vous l'ai dit, dans des situations où on parle de logique démocratique. D'ailleurs, c'est souvent des projets individuels, c'est rarement des projets collectifs, ou alors quand ils sont collectifs, c'est l'entrepreneur qui va se gaver de toutes les idées de tout le monde, et une fois qu'il se sera gavé avec toutes les idées de tout le monde, il va faire son brevet, et puis terminé, ça sera à lui. Voilà. En gros, ça marche comme ça. Et donc c'est assez dommage puisque la loi
sur l'économie sociale et solidaire fait rentrer ces acteurs de l'entrepreneuriat social dans l'ensemble global économie sociale et solidaire. Donc les fait pas rentrer n'importe comment, puisqu'il y a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Cet agrément ESUS, du coup, il a un cadre quand même à respecter. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple de structures assez rigolotes qui ont l'agrément ESUS? Je me demande si la Société Générale n'a pas une filiale sur effectivement du prêt solidaire qui représente, je crois, 1% de son économie, son modèle économique global, mais du coup qui lui permet de bénéficier de l'agrément ESUS. Agrément ESUS qui permet derrière de bénéficier de subventions, de marchés publics, etc. etc. Voilà. Donc les conséquences de la loi sur le SS, allez, je vais essayer d'être positif et je vais en donner deux conséquences positives. La première, c'est qu'elle permet de bien cerner ce qu'entend l'État par économie sociale et solidaire. L'État définit un cadre clair, on sait, voilà. Et le deuxième point positif, c'est que cette loi, elle permet malgré tout d'avoir débloqué des leviers pour aider finalement tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc des subventions, etc., des outils techniques, des outils de formation. Ça c'est pour le point positif. Après pour les points négatifs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on cafouille complètement, on mélange complètement des identités qui n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire que moi je me considère acteur de l'économie solidaire dans les pratiques et j'ai absolument rien à voir avec les entrepreneurs sociaux. Et j'ai rien contre eux, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Juste qu'on mette ensemble l'économie solidaire et l'entrepreneuriat social dans le même ensemble, c'est juste pas cohérent. Et du coup, ça crée un flou qui permet pas la transformation et c'est assez pervers. Parce que du coup, les acteurs de l'économie solidaire qui eux sont transformateurs, qui eux prônent une transformation du modèle économique, sont complètement noyés dans un ensemble dont la tête de gondole, c'est l'entrepreneuriat social. Parce que c'est ça qui est clinquant en fait. C'est ça qui fait bien. Ça marche, les startups, la croissance, etc., l'emploi. Donc c'est ça qui est clinquant. Donc du coup, les acteurs de l'économie solidaire qui ont ce projet de transformation, eux, sont complètement noyés dans cet ensemble-là. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les années 90, les années 2000, ça a été l'apanage du greenwashing. On s'est tous mis à faire du vert parce que c'était vertueux. Et moi, j'ai le sentiment que là, maintenant, on est dans du social washing. C'est-à-dire que le modèle économique classique fonctionne pas, et on va continuer. On va continuer, mais comme on va être vertueux, du coup, on va utiliser l'argent public parce que, faut pas se leurrer, l'économie capitaliste, l'économie de marché, elle est sous perfusion de l'argent public. Complètement sous perfusion. Donc on continue. On continue, on ne remet pas en question le modèle économique. Et c'est ce que je vous disais, effectivement, les acteurs de l'économie solidaire sont noyés dans ce grand ensemble. Et c'est assez intéressant, puisque Benoît Hamon, qui est l'auteur de cette loi, c'est la loi Hamon, est venu à Clermont il y a quelques mois. Oui, c'est Benoît Hamon qui a fait la loi sur le SS. Et du coup, je l'ai interpellé sur cette loi sur l'économie sociale et solidaire, en lui expliquant un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'en plus Benoît Hamon qui prône le revenu de base, donc qui est vraiment une démarchandisation de l'activité humaine, de la société, dire voilà, on n'est pas lié uniquement au travail et au marché, mais il y a aussi tout un tas d'activités, on n'est pas obligé d'être rentable, la culture, etc. Et en fait, sa loi tend à marchandiser complètement l'économie sociale et solidaire. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il considère qu'aujourd'hui, l'économie solidaire est tellement en rupture par rapport aux pratiques de l'économie classique, que si on avait restreint la loi uniquement aux pratiques de l'économie solidaire, il n'y aurait pas eu un mouvement de l'économie classique vers des pratiques plus vertueuses. Et lui, il dit que si on veut tendre vers quelque chose de plus vertueux, il faut monter en masse d'acteurs qui développent leurs pratiques de façon un peu alternative pour les amener peu à peu à vraiment l'alternative. Voilà. C'est sa façon dont il a construit la loi et dont il envisage l'évolution, la transformation du modèle économique. Hors du marché, point de salut. Voilà.
Oui, sauf qu'on sait bien que ça marche jamais, ça. C'est-à-dire que si on se dirige vers ça, on va forcément retourner à l'économie capitaliste. Enfin, Mais on est exactement dans ce que j'appelais tout à l'heure l'isomorphisme, c'est-à-dire ce qui considère, et c'est une utopie, mais il y a des utopies qui font avancer, ce qui considère, c'est que si on monte en masse, du coup l'isomorphisme va se faire à l'inverse. C'est-à-dire que l'acteur dominant sera l'acteur de l'économie sociale et solidaire, donc du coup les acteurs classiques vont venir. Moi je pense qu'on est en train de tuer l'âme complètement du mouvement transformateur associationniste qu'a 2 siècles, qui est porté par plein d'acteurs. Il suffit d'aller les voir, hein. Clairement, vous avez Je Recycle Parc, vous avez la Doom, vous avez l'Utopie, vous avez plein d'acteurs comme ça qui ont vraiment cette dimension militante. Et là, en les mettant dans cet ensemble-là, en les invisibilisant complètement, à mon sens, on est en train de les noyer. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un point de vue. Donc voilà un peu pour la loi sur l'économie sociale et solidaire qui vient un peu flouter la clarification que je vous avais fait en début de présentation. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, donc ce que je vous invite maintenant, c'est à entamer un temps d'échange. Si jamais vous n'avez pas de questions qui venaient, vous inquiétez pas, j'aurai toujours à vous raconter des choses, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je pense que ça vaut le coup de revenir notamment sur les statuts et sur les questions de fond par rapport à l'hybridation des ressources, etc. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis on va passer au temps d'échange et de discussion. si vous voulez prendre un café ou autre chose.